Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la façon de promouvoir des politiques qui prennent en compte la dimension de genre, la problématique homme-femme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre deux présentatrices du Brésil et du Mali. Alors, avant que nous commencions, je vais vous donner une brève introduction sur moi-même et sur les présentatrices et sur la façon dont le webinaire va se dérouler. Je suis Bénédicte Delabrière, je travaille dans le groupe de genre de la Banque mondiale et je dirige un groupe qui a monté un programme d'analyse sur le travail, rémunéré ou non des femmes, et comment le mesurer et comment mesurer sa contribution à l'économie des pays. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé sur les programmes de protection sociale, notamment les transferts monétaires, à la fois en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. J'ai aussi un peu travaillé sur les questions de développement de la petite enfance. J'ai passé la majorité de mon temps à la Banque mondiale, mais j'ai aussi travaillé pour la FAO et DFID, l'agence de coopération anglaise. Je suis diplômée de l'École normale supérieure en biologie en France et ensuite j'ai fait un doctorat en économie agricole à l'Université de Berkeley en Californie. Donc, disons, l'approche de ce webinaire, c'est de présenter la prise en compte de la dimension de genre à partir de deux approches. Non, une qui se concentre sur la nature transversale des défis de genre, puisque dès qu'on veut s'attaquer ou dès qu'on veut prendre en compte les différences auxquelles font face les hommes et les femmes dans l'accès au travail, l'accès aux actifs de production, l'organisation des services sociaux et disons l'autonomisation économique, on se rend compte qu'il faut faire intervenir plusieurs secteurs et il faut coordonner en général des niveaux de gouvernement ou des intervenants différents. Alors, donc nous aurons les deux présentatrices vont nous présenter un peu comment deux pays aussi différents que le Mali et le Brésil ont abordé cette question. Et vous verrez qu'il y a en fait beaucoup plus de similarités ou beaucoup plus de défis communs entre les deux pays. Alors, je voudrais remercier le WWP, le World Without Poverty, le World Without Poverty, le monde sans pauvreté, qui est une initiative appuyée par le gouvernement du Brésil, socialprotection.org et d'autres bailleurs, et qui est en train qui inaugure avec cette présentation cette série de dialogues entre les pays en matière de protection sociale. Alors, nos intervenantes, Anna Giulietta Teodoro Cleaver est anthropologue et doctorante en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle a étudié les rapports entre les hommes et les femmes et l'action de l'État sous différents aspects. Elle fait partie d'un corps de grands fonctionnaires du gouvernement brésilien qui s'appelle les spécialistes en politique publique et gestion gouvernementale, qui est vraiment un corps technique. Je dirais que ça correspond, pour ceux qui connaissent le système français, un peu aux énarques. Et elle a travaillé au secrétariat d'État aux politiques pour les femmes et à l'autorité de la concurrence, notamment le secrétariat pour l'égalité raciale et les droits de l'homme et aussi le secrétariat pour l'égalité raciale et les droits de l'homme du gouvernement du district fédéral à Brasilia. Donc, un aspect important, je pense, de sa présentation, c'est le fait qu'elle est intervenue au niveau fédéral, au niveau central et au niveau d'un gouvernement plus local. Ensuite, nous aurons une présentation de Madame Tunkara Sophie Souko, qui est la secrétaire permanente de la politique nationale de genre au ministère de la promotion de la femme, au ministère de la promotion de la femme, de l'enfance et de la famille au Mali. Madame Souko est l'ancienne directrice nationale adjointe de la promotion de la femme. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de Bamako en section physique-chimie
et elle a travaillé pendant 17 ans au lycée avant de rentrer au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc, elle a une vision à la fois de la provision de services et de la supervision des décisions de politique économique. Alors, la façon dont va se dérouler le webinaire, c'est que Madame Clever va commencer par faire sa présentation. Ensuite, nous passerons à la présentation de Madame Souko. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin des présentations et vous pouvez donc soumettre vos questions à travers du chat bar de l'outil de GoToWebinar ou sur les réseaux sociaux de socialprotection.org, soit Facebook, soit Twitter, en utilisant le mot #SP org webinar. Et donc, ces questions me seront transmises et je les passerai aux présentatrices. En termes de temps, chaque présentatrice a 20 minutes pour que nous puissions garder l'essentiel de la session pour la discussion avec les participants. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Ana Julieta pour sa présentation sur le Brésil. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remercier mon ami Santiago Fallu Valera au nom de l'initiative Monde sans pauvreté et socialprotection.org pour cette invitation et l'organisation de cet webinaire. Je salue Madame Souko au Mali et Madame de la Brière, à qui je remercie aussi pour cette présentation. Et je vous remercie toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'expérience récente et les perspectives futures en ce qui concerne la mise en place des politiques publiques pour les femmes au Brésil. Donc, ma présentation se fera en 4 parties. Tout d'abord, je vous présenterai brièvement le contexte de la mise en place de ces politiques. Ensuite, je ferai un résumé assez succinct de l'expérience récente de 2003 à 2016. Ensuite, je donnerai des exemples de politiques publiques de promotion de l'autonomisation économique des femmes. Et finalement, je présenterai quelques aspects de réflexion sur les perspectives futures et les challenges à surmonter. En ce qui concerne le contexte général de la mise en place de ces politiques, il est important de rappeler donc que le Brésil a vécu une dictature civico-militaire entre 1964 et 1985. À la fin du régime militaire, donc, il y a eu une forte mobilisation sociale des mouvements de femmes et féministes. Et le gouvernement de transition, grâce à cette mobilisation, a mis en place le Conseil national des droits des femmes en 1985, qui était l'instance, le Conseil était l'instance auprès du ministère de la Justice pour toutes les questions ayant trait aux femmes. Il est important de remarquer que ce conseil était une indication individuelle et pourtant est donc non représentative de la diversité des femmes brésiliennes et donc il n'y avait pas forcément une transparence du processus d'indication des femmes qui faisaient partie du conseil. Le conseil était composé surtout de femmes notables de la société brésilienne, féministes ou non. Un autre élément important de ce contexte de transition est l'adoption par la Constitution fédérale de 1988 du principe de l'égalité entre femmes et hommes. Ceci est notamment plus important qu'avant l'adoption de la Constitution dite citoyenne. Les femmes étaient sous la tutelle soit de leur père, soit de leur mari. Un autre point que j'aimerais vous apporter dans ce contexte initial de la mise en place, de la transition pour la mise en place effective d'une politique pour les femmes, est le fait que les ressources étaient assez faibles
et les faibles ressources existantes étaient affectées donc à la réalisation de campagnes promotionnelles et à quelques actions face à la gravité des violences faites aux femmes. Mais face à un contexte de racisme et de sexisme structurel et structurant dans la société brésilienne, il était clair qu'il était très nécessaire de mettre en place de politiques publiques effectives de promotion de l'égalité femmes-hommes. Et donc, nous avons le tournant à partir de 2003 avec l'institutionnalisation du secrétariat d'État des politiques pour les femmes qui avait un statut ministériel. Et là, j'aimerais remarquer le changement sémantique. On passe d'un Conseil national des droits qui promeut les droits des femmes à un secrétariat d'État de politique pour les femmes. On assume que les droits sont relativement acquis et que maintenant, on peut mettre en place des politiques pour les femmes. Mais on pourra en discuter par la suite si c'est vraiment le cas. Bon, le secrétariat a donc pour vocation la coordination de l'intersectorialité des politiques publiques pour les femmes, notamment avec la création des comités de genre créés auprès des ministères sectoriels. Je vous expliquerai par la suite le fonctionnement de ces comités. Puis, il y a eu une restructuration du Conseil national des droits des femmes qui maintenant n'a pas une représentation individuelle, mais il y a une représentation de collectifs, soit associations, soit syndicats, soit mouvements de femmes ou féministes, qui sont plus représentatifs de la diversité des femmes brésiliennes. Le Conseil aussi, depuis 2003, est paritaire avec une représentation gouvernementale et non gouvernementale. Un autre aspect du tournant à partir de 2003 est le développement d'instances gouvernementales de politique publique pour les femmes au niveau sous-nationaux. Donc, tout ce que je vous présenterai aujourd'hui a un rapport à l'expérience du gouvernement fédéral, mais cette expérience a une tendance à être reproduite au niveau soit des États, soit des municipalités. Et puis, un autre aspect assez important de ce tournant est la promotion du dialogue entre la société civile, le gouvernement et le législatif. Et ce dialogue, il est promu dans un cadre institutionnel assez complexe très intéressant en théorie, mais dans la pratique, c'est un peu plus difficile l'effectivité de cet engrenage institutionnel est un peu plus difficile de mettre en place que la théorie, mais en tout cas, la proposition est valable. Donc, nous avons dans un premier temps un espace de participation citoyenne pour la présentation de revendications en ce qui concerne les politiques pour les femmes. Donc, les conférences nationales de politique pour les femmes sont cet espace de participation citoyenne et depuis la création du secrétariat d'État des politiques pour les femmes, nous avons eu 4 éditions de ces conférences. Les conférences donc, présentent un cahier des charges qui sont consolidés par le secrétariat dans les plans nationaux des politiques pour les femmes. Et les plans nationaux ont donc pour but organiser l'intersectorialité de l'agenda gouvernemental et intégrer les revendications citoyennes. Et à partir de l'élaboration des plans nationaux est organisé un système de suivi des actions et des objectifs définis par les plans nationaux. Et ce système de suivi est fait par
donc ce que je disais auparavant, donc les comités de genre dans les ministères sectoriels sont responsables de présenter des rapports réguliers de ces actions et objectifs. Les comités de genre se réunissent notamment pour présenter l'avancée de la mise en place de ces actions au Conseil national des droits des femmes. Et à la fin de la période de la mise en place des plans nationaux, il y a un rapport rendu à la société civile sur la mise en place du plan national. Et à ce moment-là, la société civile fait une évaluation à la conférence suivante. Donc, c'est un système assez complexe qui a une tendance à se il y a une rétroalimentation de cet engrenage pour faire en sorte que les politiques mises en place aient toujours une adhérence et une consonance aux revendications citoyennes. Donc, je vais vous présenter rapidement comment est organisé le plan national de politique des femmes, enfin le dernier en date, donc de 2013. Le plan est composé de 10 chapitres et la mise en place des actions et des objectifs présents dans ce plan est partagée entre 33 institutions gouvernementales. Donc, les 33 institutions gouvernementales composent donc les comités, le Conseil national des droits des femmes et en principe, chacune de ces 33 institutions devrait avoir un comité de genre. Les 10 chapitres sont les suivants. Donc, égalité dans le monde du travail, autonomisation économique. Ensuite, éducation pour l'égalité et la citoyenneté. Santé intégrale des femmes, droits sexuels et droits reproductifs. Lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Renforcement et participation des femmes dans les espaces décisionnels et de pouvoir. Développement durable avec égalité économique et sociale, droit à la terre avec égalité pour les femmes du monde rural, un 8e chapitre qui discute les politiques de culture, sport, communication et médias. Ensuite, la lutte contre le racisme, le sexisme et la lesbophobie. Et finalement, égalité pour les femmes jeunes, les femmes âgées et les femmes handicapées. Chaque chapitre a donc une série d'actions qui sont mises en place par le biais de plusieurs objectifs. Et donc, chaque objectif a une institution gouvernementale responsable pour la mise en place de l'objectif. Et donc, c'est un système assez complexe d'enchevêtrement de responsabilités et les réunions des comités de genre et les rapports des comités de genre au Conseil national et ensuite aux conférences donc, sont une sorte c'est en fait le gouvernement qui rend compte à la société de l'effective mise en place de ce plan. En plus du plan national et cette organisation des politiques intersectorielles, nous avons eu depuis 2003 des résultats législatifs effectifs et qui ont permis l'avancement du cadre juridique de protection des droits des femmes. Et cela a été possible grâce à un effort assez important du secrétariat d'État des politiques pour les femmes d'articulation avec le législatif, avec le groupe de femmes parlementaires pour la mise en place de ce cadre. Donc tout d'abord, j'aimerais mentionner la loi dite Maria da Penha qui institue un cadre juridique de protection contre les violences conjugales et familiales qui malheureusement est un fléau au Brésil.
Ensuite, la loi qu'on appelle la mini-réforme politique qui prévoit un pourcentage minimal de candidatures de femmes inscrites sur les listes électorales proportionnelles. Ensuite, l'amendement 72 de la Constitution fédérale qui octroie aux femmes et aux hommes employés domestiques l'accès au droit du travail. Et finalement, en 2015, a été adoptée la loi qui institue le féminicide comme un fait aggravant d'un homicide. Mais au-delà de l'avancement du cadre juridique, beaucoup reste à faire pour atteindre une égalité effective. Et donc, j'aimerais vous présenter quelques exemples de politiques publiques de promotion de l'autonomisation économique des femmes. Pour commencer, quelques données. Donc, bien que les Brésiliennes soient en moyenne plus scolarisées que les Brésiliens, leur accès au marché du travail est plus difficile, plus précaire et moins payé. 81% de la population brésilienne est en âge de travailler et parmi cette population en âge de travailler, 52% sont des femmes. Mais la population active est composée par 43% de femmes. Le taux de chômage atteint 16% des femmes alors que 12% des hommes sont au chômage au Brésil. 25% de la population active n'a pas de protection sociale et les femmes sont la majorité des travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. 7% de la population active est employée domestique et les femmes représentent plus de 90% de cette catégorie socio-professionnelle. Et finalement, les femmes sont 65% de la population inactive et en âge de travailler. Un autre élément important est donc la tangibilité du plafond de verre dans l'exécutif fédéral brésilien. Et là, nous voyons malheureusement que le gouvernement fédéral ne promeut pas exactement l'égalité des femmes et l'autonomisation économique des femmes dans son propre espace d'influence. Donc, si 46% des femmes si la fonction publique brésilienne est composée par 46% de femmes, les femmes représentent une proportion assez réduite, sont très peu représentées au niveau plus élevé de la hiérarchie de la fonction publique fédérale au Brésil. Donc, les DAS 4, 5 et 6, qui sont les plus importants de la hiérarchie de la fonction publique brésilienne, on voit très bien que les femmes sont moins représentées dans ces niveaux, alors que les niveaux plus bas, DS 1, 2 et 3, il y a une relative équivalence de la proportion de femmes fonctionnaires et en rapport à l'occupation de ces postes à responsabilité. Bon, on va passer au suivant. Et donc, face à ce contexte, à partir de 2003, grâce aux directives gouvernementales au plus haut niveau, les femmes on essaye de mettre en place donc des politiques de promotion de l'autonomisation économique des femmes. Donc, les femmes sont les bénéficiaires privilégiés des politiques publiques de transfert de revenus, d'accès au logement, d'accès au foncier, et cela fait une petite révolution de l'accès aux femmes, de l'accès à l'espace public des femmes, déjà, avec la possibilité
de faire partie de politiques sociales qui monétarisent leur quotidien, la sortie de la pauvreté extrême et accès à une série d'autres droits qui en résultent. Un autre élément intéressant de politique de promotion de l'autonomisation économique des femmes est le programme Pro-équité de genre et de race mis en place par le secrétariat de politique pour les femmes qui certifie les agents économiques privés et publics qui mettent en place d'actions organisationnelles en faveur de l'égalité femmes-hommes et l'égalité raciale. Un autre élément important est donc l'intégration des politiques de prévention des violences faites aux femmes et les autres politiques publiques de sécurité publique, d'assistance sociale, de santé, d'éducation, mais aussi de travail et de logement. Et cela, la loi Maria da Penha a été assez importante pour justement mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir les voies de sortie pour les femmes qui subissent des violences. Et le travail était un des éléments les plus importants de cette articulation intersectorielle de prévention des violences faites aux femmes. Un autre élément important aussi depuis 2003 est l'augmentation de l'accès aux crèches publiques. C'est une politique, c'est un service public assez déficitaire au Brésil et de plus en plus on revendique l'importance des places aux crèches publiques pour assurer aux femmes la possibilité justement d'accéder au marché du travail. Et finalement, donc, l'octroi du droit du travail étendu aux employés domestiques. Si les employés domestiques représentent 6 millions de travailleurs, la plupart ce sont des femmes, et donc l'accès au droit du travail promeut aussi l'autonomisation économique des femmes. Bon, j'aimerais donc discuter quelques challenges importants qui perdurent. Tout d'abord, la persistance du modèle du gagne-pain et du temps encombré des femmes. L'usage du temps les pénalise donc, puisqu'elles sont toujours responsables surtout du travail, des activités dans la maisonnée. Ensuite, l'importance de l'économie du care et l'inexistence de protection sociale pour le travail non rémunéré. L'absence de mesures effectives contre le harcèlement moral et sexuel dans les espaces de travail et dans les espaces publics, et donc l'accès à la ville reste un challenge. Et finalement, comme nous avons vu auparavant, le gouvernement ne donne pas l'exemple en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. En guise de conclusion, j'aimerais donc vous présenter des éléments pour la réflexion sur les perspectives futures et les challenges à surmonter. Donc tout d'abord, l'intersectorialité effective dépend de directives claires au plus haut niveau du gouvernement, en plus d'un travail quotidien de sensibilisation et d'engagement des agents publics. Puis, la mise en place de politiques publiques qui tiennent en compte l'intersectorialité est extrêmement complexe, mais absolument nécessaire. Donc, il nous faut toujours poser la question de comment penser, structurer et organiser des politiques publiques qui tiennent en compte la diversité des femmes, qui tiennent en compte les femmes, certes, mais aussi la diversité des femmes. Les femmes noires, les femmes lesbiennes, les femmes âgées, les femmes jeunes, les femmes handicapées, les femmes du monde rural, etc. Un autre aspect important, c'est l'importance de la production de données statistiques officielles ventilées par sexe et par race.
nécessaires pour un diagnostic de la condition de la vie des femmes et pour la mise en place de politiques publiques ciblées et effectives. L'acquis récent des politiques pour les femmes au Brésil est important, mais fragile et beaucoup reste à faire. Le contexte actuel, depuis mai 2016, est d'une crise politico-économique et le gouvernement actuel a mis en place une politique d'austérité qui ne considère pas l'agenda des politiques pour les femmes comme prioritaire. Et nous avons un risque réel de recul des droits acquis. J'aimerais terminer donc par cette photo qui est c'est une photo prise lors de la dernière conférence nationale des politiques pour les femmes réalisée en 2016. Et donc, j'aimerais terminer par affirmer que la mobilisation des mouvements de femmes et féministes au Brésil est plus nécessaire que jamais. Je vous remercie de votre attention et je vous donne mon contact personnel si jamais vous avez des questions ou autres. Merci beaucoup. Merci Madame Clévin pour cette présentation exhaustive de l'architecture qui a permis au Brésil d'avancer beaucoup sur la prise en compte des différences entre les hommes et les femmes et les mesures spécifiques pour appuyer l'autonomisation des femmes au Brésil. Je vais maintenant passer la parole à Madame Souko pour qu'elle nous donne la vision de la part d'un pays comme le Mali. Madame Souko, la parole est à vous. Merci bien, Madame la modératrice. Bonsoir à tout le monde. Je commence par remercier les initiateurs et les organisateurs de cette initiative. Je remercie aussi Monsieur Mahmoud Sako, coordinateur du programme des filets sociaux au Mali, le programme Djigissé Medjiri, pour m'avoir associé à ce débat. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Suivant. Donc, je vais parler de la promotion des politiques qui tiennent compte de l'égalité homme-femme au Mali. Comme plan de présentation, il y a une introduction. Et ensuite, je vais parler des politiques et du genre et des politiques publiques au Mali. En grand 2, je vais parler de l'autonomisation économique des femmes au Mali et il y aura à la suite une conclusion. Suivant. Donc, comme introduction, le gouvernement du Mali a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux femmes et aux enfants, dont, entre autres, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant, les résolutions du sommet de Copenhague, le programme d'action de Beijing, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes en Afrique, qu'on appelle le protocole de Maputo, la déclaration solennelle des chefs d'État sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, et éventuellement sur les objectifs de développement durable. Donc, les engagements du gouvernement en matière de genre au niveau national peuvent s'observer à travers des principales stratégies et documents de réforme publique. Suivant. Donc, ces documents publics sont, entre autres, la politique nationale genre, la politique nationale de protection sociale, le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Il y a 2 générations, 2008-2011, ensuite 2012-2017. Le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable,
qui est axé sur les objectifs de développement durable, dont l'objectif 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles. Au-delà de ces engagements, l'intégration de la dimension genre a été et demeure une priorité nationale. Suivant. Donc, le grand 1 porte sur genre et politique publique au Mali. Je vais commencer par les actions majeures. Une des actions majeures, c'est l'adoption de la politique nationale genre, dont l'orientation 6 porte sur la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes en tant que principe directeur de la bonne gouvernance dans les réformes et politiques publiques les plus porteuses de changement et les budgets en tenant compte de la décentralisation et la déconcentration. Cette orientation stratégique se décline en 2 axes d'intervention. Il y a d'abord l'institutionnalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les réformes, les politiques, les institutions et les systèmes de planification nationale, sectorielle et locale. Il y a aussi l'amélioration du rendement des politiques publiques à travers l'intégration de l'approche d'élaboration de budgets sensibles au genre au niveau national, sectoriel et local. Suivant. Il y a également le décret 2014 du 27 mai 2014 fixant le mécanisme institutionnel d'orientation, d'impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Donc, l'adoption de ce décret a permis la mise en place du secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Il y a aussi les comités sectoriels d'institutionnalisation de la politique nationale genre. Il y a les comités régionaux de suivi des questions de genre. Après ce décret, il y a la loi 2016 du 21 décembre 2016 portant loi des finances pour l'exercice 2017. Suivant. La loi sur la gestion axée sur les résultats. La loi numéro 2 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction. Le décret du 4 août 2005 relatif à la prise en charge gratuite de la césarienne. Il y a le test sur la gratuité de l'accès de la femme enceinte et l'enfant de 0 à 5 ans au traitement du paludisme. Il y a la loi 2006 du 29 juin 2006 relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH-Sida. Et depuis 2012, il est annexé à la loi des finances un rapport genre qui donne les dépenses relatives au genre dans les différents secteurs. Il y a aussi l'existence d'une stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre. Il y a l'existence également de guides de planification et de budgétisation sensible au genre au niveau central et décentralisé. Suivant. Toujours dans le cadre du genre et politique publique, en matière de protection sociale, les actions majeures sont, entre autres, l'existence de la Caisse malienne de sécurité sociale qui gère le régime des pensions des 3 groupes cibles. Il y a les fonctionnaires civils, les fonctionnaires militaires et les députés. Il y a aussi l'Institut national de prévoyance sociale qui gère 3 régimes, la prestation familiale, la réparation et la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles, assurance vieillesse, l'invalidité et décès et la protection contre la maladie. Suivant. Toujours dans ce cadre, on cite aussi la Caisse nationale d'assurance maladie qui gère l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assistance médicale géré par l'Agence d'assistance médicale,
la mutualité qui offre des prestations de protection sociale. Par rapport à ça, en 2002, la situation se présentait. En 2012, la situation se présentait comme suite. La population estimée en ce temps, c'était de 16 318 000. La population censée être couverte, 12 728 040. La population bénéficiaire a été de 249 948. Donc, le nombre d'hommes, 142 957 et le nombre de femmes, 106 991. Il y a aussi une stratégie émergente de filets sociaux, de sécurité. Elle lutte contre la pauvreté à travers deux composantes. Le renforcement des transferts monétaires par rapport à un programme public, le programme des filets sociaux. Par rapport à ce programme a été vraiment salutaire au Mali. L'identification des bénéficiaires a été participative et par rapport aux incidents de violence dans les ménages par rapport au transfert monétaire, parce que le programme, il y a deux composantes principales dans le programme. Il y a les transferts monétaires aux populations vulnérables et il y a aussi le paquet nutritionnel pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc, par rapport au transfert monétaire, c'est vraiment salutaire au Mali et il n'y a pas de violence dans ce cadre parce qu'on pense que si la femme est bénéficiaire de ce projet, il n'y a pas de problème dans la famille parce que cette somme est allouée au ménage. Et si c'est le ménage, c'est pour protéger l'enfant dans le cadre de la scolarisation de l'enfant ou bien pour la santé de l'enfant ou la santé de la femme enceinte. Donc, dans tous les cas, c'est le ménage qui bénéficie et ici, ça a été vraiment salutaire. Il y a aussi le renforcement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Suivant. Suivant. Voilà. Toujours dans le cadre de la protection, les défis, dans le cadre de genre et politique publique, malgré les acquis et la volonté politique, plusieurs difficultés entravent l'intégration du genre et la couverture maximale des populations. Par rapport à ces défis, il y a le retard dans la mise en place des organes d'institutionnalisation du genre qu'on a cité en amont. C'est le secrétariat permanent qui est en place à peu près 1 année et demie. Et donc, le Conseil supérieur de la politique nationale genre n'a pas encore démarré. La mise en place des comités d'institutionnalisation dans les différents départements sectoriels aussi est en cours. Les comités régionaux aussi, leur mise en place est en cours. Il y a une faible capacité des acteurs sur la planification et la budgétisation sensible au genre et en analyse genre des politiques publiques. Il y a l'insuffisance de l'allocation des ressources budgétaires pour un meilleur fonctionnement des organes en place. Et par rapport à cela, 10% de la population bénéficie de la protection sociale au Mali. Il y a un déficit de la Caisse malienne de solidarité et l'INPS, déficit estimé à 1% du PIB. Suivant. Toujours par rapport aux défis, il y a une absence de régime d'accidents de travail et maladies professionnelles dans le dispositif de la CMS. Il y a l'absence de loi sur le travail domestique, la méconnaissance des dispositifs de protection sociale par la population, la non prise en compte de certains risques tels que assurance chômage, l'inexistence de tests relatifs
à la protection spéciale de certaines catégories de personnes. Il y a les personnes en situation de handicap, les Maliens de l'extérieur. Suivant. En perspective, on note le renforcement de capacité des acteurs publics intervenant tout au long du processus d'élaboration, d'exécution, de contrôle et de suivi du budget en JAR, budgétisation sensible en JAR, analyse JAR et GAR, etc. Il y a l'élaboration d'indicateurs soucieux de l'égalité entre les hommes et les femmes permettant le suivi et l'évaluation des finances publiques. Il y a aussi l'adoption en cours de la loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Comme perspective, il y a la mise en place aussi d'un dispositif de couverture maladie universelle permettant d'harmoniser les politiques de protection sociale et qui va rompre les inégalités dans la prise en charge sanitaire et ainsi protéger les femmes rurales, les femmes du secteur informel et les femmes chefs de famille qui sont jusque-là exclues des systèmes de protection sociale. Suivant. Suivant. Toujours en perspective, il y a le renforcement du dispositif de couverture maladie existant pour une meilleure évolution vers la couverture maladie universelle. Il y a lieu de capitaliser aussi les expériences en cours et de prendre les mesures pour améliorer l'efficacité et l'efficience des filets sociaux de sécurité. Il y a aussi, on préfère aussi une application correcte de la loi 052, la loi sur la promotion du genre, qui institue l'accès aux postes électifs et nominatifs. L'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs. Suivant. Le suivant. Maintenant, on arrive à l'autonomisation économique des femmes du Mali. L'autonomisation économique des femmes est considérée comme un moteur important de la croissance et du développement économique au Mali. De manière structurelle, la pauvreté affecte plus les femmes et surtout en milieu rural. Comme action majeure dans ce sens, il y a sur le plan institutionnel plusieurs mesures ont été prises en vue de l'autonomisation économique des femmes. Au titre des réformes institutionnelles et politiques favorables à l'autonomisation, il y a l'adoption de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Il y a la loi d'orientation agricole. Par rapport à cette loi, il y a à l'article 25, l'État privilégie l'installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par les mécanismes d'appui techniques ou financiers particuliers. Il y a aussi l'article 89 qui dit qu'un accès équitable aux ressources foncières agricoles est assuré aux différentes couches vulnérables et aux différentes catégories d'exploitants agricoles. Il s'agit là des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, les handicapés qui bénéficient de mesures de discrimination positives dans l'attribution des parcelles au niveau des zones aménagées par l'État. Il y a aussi l'alinéa 5 de l'article 3 du décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds d'appui à l'agriculture, qui précise que le fonds sert au financement de l'installation des femmes et des jeunes exploitants agricoles. Ce décret précise aussi qu'un quota spécifique d'au moins 15% des ressources du fonds est accordé aux femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables bénéficiaires. Donc, c'est une loi très importante pour le Mali, la loi d'orientation agricole. Il y a aussi le cadre de relance économique pour le développement durable, CRED, qu'on a cité en amont. Suivant. Voilà. Donc, il y a la politique nationale JAR,
la politique nationale de l'agriculture, la politique nationale de l'économie solidaire, la politique nationale de développement de la microfinance. Donc, toutes ces politiques favorisent l'autonomisation de la femme au Mali. Au titre des mécanismes économiques et financiers mis en place pour soutenir la politique de l'État en faveur de l'autonomisation, on peut noter le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, le Fonds national d'appui à l'agriculture, le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le Fonds de la solidarité. Par exemple, pour le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme, de 2015 à maintenant, le Fonds a pu financer 285 projets de femmes rurales. Donc, c'est un moyen d'autonomisation de la femme. Au suivant. Suivant. Voilà. Au titre des projets et programmes, nous avons la mise en place de l'Aïdou Wari avec plus de 20 000 bénéficiaires, dont 80% de femmes. L'appui technique et financier au réseau des femmes opératrices économiques par l'État. Le programme plateforme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté. Le projet Carité et les filières porteuses. Le projet autonomisation de la femme et dividendes démographiques. Enfin, au titre des structures de renforcement des capacités des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, on note les maisons de la femme et de l'enfant, les centres d'autopromotion. Ces structures offrent des paquets d'activités génératrices de revenus aux femmes urbaines, aux femmes rurales. Donc, c'est un moyen aussi pour aider les femmes à aller vers l'autonomisation. Au titre des projets et programmes toujours, suivant. Oui. Donc, on vient aux contraintes, aux difficultés par rapport à l'autonomisation. Là, il faut noter la faible mobilisation des ressources internes et externes, la faible concertation des différents fonds existants pour mieux coordonner l'appui technique et financier à apporter aux femmes bénéficiaires, une faible accès des femmes à la terre, tant mieux qu'il y a la loi d'orientation agricole et il y a la loi foncière agricole qui alloue effectivement d'au moins 15% des terres aménagées par l'État aux groupes vulnérables, aux femmes et aux jeunes. Il y a un faible niveau d'instruction et la faible qualification des femmes limite la qualité des produits. Suivant. Maintenant, défis et perspectives. Comme défi, vraiment, on note une faible mobilisation des ressources additionnelles. Donc, il faut l'élaboration aussi, la mise en place d'une stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat féminin en lien avec les objectifs de développement durable. Le renforcement des capacités des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. La création d'un cadre de concertation, le développement d'un entrepreneuriat public-privé en faveur de l'autonomisation de la femme, le renforcement des mesures incitatives d'accès des femmes à la terre et aux moyens de production, la compétitivité des produits sur le marché sous-régional et régional et international, et l'appui à la promotion et à la labellisation des produits faits par les femmes. Au suivant. Suivant. Voilà. Donc, nous voici au terme de cette présentation. En conclusion, l'intégration du genre dans les politiques publiques doit offrir aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités de protection sociale et accroître l'autonomisation économique des femmes en vue d'un développement inclusif et durable au Mali. Je vous remercie. Merci. Madame Kiko pour cette excellente présentation. J'en profite pour remercier vraiment nos deux intervenantes qui nous ont donné des présentations très complètes et détaillées sur les initiatives qui sont en cours dans leurs pays respectifs. Ce que je retiens, c'est, disons, la similarité ou
les défis communs que les pays rencontrent, que ce soit en termes de lutter contre la violence basée sur le genre, en termes d'accès à la terre et d'autonomisation des femmes dans le secteur rural, d'accès au travail formel, l'importance des programmes de protection sociale, notamment les transferts monétaires, et on reviendra dessus, et l'accès aux services sociaux de base, que ce soit la santé reproductive, que ce soit la protection contre les maladies non contagieuses. Alors, nous avons déjà pas mal de questions de l'assistance, donc je vais directement passer à ces questions. Je voudrais juste recommander aux participants rappeler aux participants de soumettre vos questions de nouveau par l'outil de chatbar sur le GoToWebinar et sur le Facebook et Twitter de socialprotection.org. Je les relayerai aux intervenantes. Nous avons à peu près 20 minutes pour cette séance de questions. Alors, je vais commencer. Vos deux présentations mettent en exergue deux types de travail des femmes. Le travail domestique, qui est important dans les deux pays, et la situation des femmes chefs d'exploitation ou qui travaillent dans le secteur agricole. Alors, une question pour vous deux, et je commencerai par Anna-Juliette. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'initiatives et d'appui, soit dans le domaine de l'accès à la terre pour les femmes chefs d'exploitation agricole ou les femmes qui travaillent dans le domaine agricole, mais aussi d'autres services d'appui, que ce soit des services d'extension rurale, d'accès au crédit agricole, d'accès aux intrants. Bon, merci Bénédicte de votre question. Bon, on a plusieurs exemples de politiques d'appui pour les femmes exploitantes agricoles. J'ai essayé dans ma présentation d'être assez succincte, mais évidemment, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'approfondir les différentes questions de l'autonomisation économique pour les femmes. Donc, cette question me permet de le faire un peu à présent. Donc, une des lignes d'action du plan national des politiques pour les femmes, par exemple, était justement la promotion de l'autonomie économique des femmes par le biais de l'assistance technique et de l'extension rurale, par le biais du crédit et l'appui à l'entrepreneuriat des femmes en milieu agricole, l'organisation en association, le coopérativisme et à la commercialisation de produits produits résultant d'exploitation dirigée par des femmes, enfin faite par des femmes. Et aussi toute la politique ayant trait à l'économie solidaire a un aspect très fort en ce qui concerne la participation féminine et l'orientation de la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Il y a aussi un aspect important, je pense, qu'il faut mentionner, la politique nationale de promotion de l'agriculture familiale, donc de petites exploitations agricoles au Brésil, sont très orientées vers les femmes et cela passe évidemment par l'accès au foncier. Donc il y a aussi, comme il y a une orientation, une directive gouvernementale pour que les femmes soient les principales bénéficiaires des politiques de transfert monétaire, il y a aussi une orientation pour que les femmes soient les bénéficiaires de transfert d'accès du foncier. Le crédit agricole, comme je l'ai mentionné, et aussi l'extension rurale, mais aussi, je pense que c'est important
le mentionner, c'est l'organisation des associations de femmes exploitantes, notamment en ce qui concerne l'extractivisme et les traditions, les activités traditionnelles des populations traditionnelles brésiliennes. Donc, dans le nord du Brésil, la présence des femmes dans le secteur extractiviste est assez important, et ce sont des femmes très politisées qui s'organisent vraiment très bien, et je pense que l'appui fait par les politiques de promotion de l'agriculture familiale est un exemple assez intéressant. Merci pour la question. Merci Anna Julieta. Madame Souko, j'ai un des participants voudrait que vous, dans la même veine, voudrait que vous expliquiez, que vous donniez un peu plus de détails sur cette loi d'orientation agricole et qui envisage la protection des femmes rurales. Quel est l'état de la mise en œuvre de cette loi? Un peu la même question que Anna Julieta, qu'est-ce qu'il y a comme initiative de services d'appui aux exploitantes agricoles? Et quels sont les espaces de concertation ou de coordination que vous avez avec le ministère du Développement agricole ou du Développement rural ou son équivalent dans le pays? Merci. Ok, merci bien Madame la modératrice. Et effectivement, dans ma présentation, j'ai parlé de la loi d'orientation agricole et la loi foncière agricole. Ce sont les deux lois du monde rural qui favorisent vraiment l'accès des femmes à la terre, aux intrants et au crédit agricole. Et ces deux lois réservent au moins 15% des parcelles aménagées aux femmes et aux jeunes et aux personnes vulnérables. Ces mêmes conditions sont applicables aux intrants et au crédit agricole. J'ai dit dans ma présentation, suite à l'adoption de la loi agricole, il y a le fonds agricole. Donc, ce fonds agricole sert au financement des projets et programmes ou bien des intrants, et ça sert aussi à donner des crédits aux exploitants agricoles. Donc, dans cela, les femmes sont aussi favorisées parce que ça permet l'appui à l'installation des femmes et des jeunes exploitants agricoles. Ces femmes et ces jeunes exploitants agricoles, dans cela, il y a aussi le don de crédit. Non seulement ça favorise leur installation, aussi ça leur permet d'accéder au crédit agricole. Après cela, au niveau toujours du monde rural, il y a des associations et des groupements de femmes rurales dans toutes les localités pratiquement. Et ces associations sont organisées en une fédération qu'on appelle la Fédération nationale des femmes rurales du Mali. Et cette fédération est en constante concertation avec le département de l'agriculture à travers l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc, elles sont membres de cette chambre et la concertation est permanente entre les différents membres de la chambre, dont la Fédération des femmes rurales. Il y a aussi un niveau de concertation aussi entre le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le département de l'agriculture. Il y a, par rapport aux actions des femmes rurales, par rapport à l'accès au crédit, à l'accès à la terre, donc il y a un comité aussi par rapport à cela au niveau de l'agriculture. Donc le département en charge du JAR est membre de ce comité pour l'accès à la terre. Il y a aussi un comité pour l'accès aux intrants et aux facteurs de production. On va dire, il y a dans ce cadre-là les équipements. Il y a un comité dont notre direction de la promotion de la femme est membre de ce comité qui alloue
des équipements et des intrants aux exploitants et aux exploitantes agricoles. Donc, il y a bien un cadre de concertation entre le département de l'agriculture et le département en charge du JAR, et aussi la Fédération des femmes rurales et la Chambre nationale d'agriculture du Mali. Merci, Madame Souko. J'ai une question de suivi et je vais vous demander d'y répondre et ensuite je repasserai la parole à Anna Julieta. Une des questions cruciales pour les femmes dans le monde rural, c'est celle de l'accès à la terre, la titularisation et dans certains pays, les questions d'héritage. Alors, je sais qu'au Brésil, par exemple, dans le programme de réforme agraire, il y a un grand effort de titularisation, de reconnaître les couples, c'est-à-dire d'avoir le nom de l'homme et de la femme sur les documents de propriété des parcelles. Et l'une des questions que nous avons reçues, c'est dans le cas d'un pays comme le Mali, où la culture tend à privilégier l'héritage de la terre par les hommes d'un clan ou d'une famille, quel est le niveau, est-ce qu'il y a une discussion sur ces questions d'héritage, d'accès à la propriété par les femmes? Est-ce qu'il y a des initiatives pilotes en cours? Bon, merci bien pour cette question de l'héritage des femmes par rapport à l'accès à la terre. Bon, ça c'est une pratique culturelle chez nous ici. Donc, on ne peut pas bien identifier ce qui se passe dans ce cadre parce que chaque famille culturellement a une méthode de gestion de leur terre. Mais au-delà de cela, il y a un processus en cours ici par rapport à l'identification des exploitants, l'immatriculation des terres. Ça, ce processus est en cours maintenant au Mali et qui n'est pas à terme. Et c'est à la suite de ça, peut-être on peut voir le nombre correct d'exploitantes agricoles et le nombre correct d'exploitants agricoles au Mali. Il y a ce processus qui est en cours, le processus d'immatriculation des terres. Sinon, par rapport à l'héritage encore, on est dans le processus, mais c'est lié carrément aux coutumes, c'est culturel chez nous ici. Je vous remercie. Anna Julieta, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette question et comment ça se développe au Brésil? Bon, je peux commenter rapidement, enfin vous l'aviez fait quand vous avez posé la question en quelque sorte. Au Brésil, on a une politique donc de réforme agraire. En fait, c'est pas forcément une réforme agraire très étendue puisqu'il y a c'est un long processus de reconnaissance par la justice de terres qui sont incorporées par l'Union et qui par la suite, enfin par l'État fédéral et qui par la suite sont partagées aux populations rurales qui revendiquent donc des terres dans le monde rural. Et dans le cadre de cette politique donc, de distribution de terres, il y a certes un effort et donc une orientation, encore une fois, pour pouvoir enregistrer sur les titres fonciers le nom du couple et s'il n'a pas un couple homme-femme, au moins que la femme chef de famille, si c'est le cas, puisse avoir le titre foncier. Mais en plus des titres fonciers, il faut dire aussi que les femmes dans le monde rural sont privées de maintes services publics et
un des éléments plus importants, c'est l'absence de documents d'identification, par exemple. Et donc, il y a aussi une politique importante d'émission de documents juridiques, soit ayant trait à la propriété foncière, mais pas seulement, aussi de documents de registre civil. Et cela est très important parce que souvent, les femmes, quand elles reçoivent la terre, qui lui servira de production, elle n'a pas le document nécessaire de registre civil pour prouver qu'elle est la bénéficiaire. Et donc, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et du coup, avant même le titre foncier, il faut faire un travail en amont qui est l'émission de documents de registre civil. Et c'est une politique très importante ici. Merci. Je vous remercie. Je voudrais, juste puisque l'horloge tourne, je voudrais résumer un autre ensemble de questions qui sont sur des facteurs que vous avez toutes deux mentionnés, qui sont les facteurs culturels. Il y a beaucoup de discussions sur les transferts monétaires, donc que ce soit Bolsa Familia, que ce soit le programme malien, dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas écorcher complètement. Et l'une des grandes discussions à propos de ces transferts, c'est d'une part, est-ce que le fait de donner de l'argent aux femmes et de promouvoir l'autonomisation des femmes, est-ce que ça crée plus de conflits à l'intérieur des familles et par là une augmentation de la violence domestique? Comment le programme gère-t-il cela? Est-ce que ces facteurs apparaissent? D'autre part, il y a la question de, disons, à l'inverse, de renforcer le rôle traditionnel des femmes comme les principales en charge de la santé des enfants. Alors, aussi bien dans le cadre du Mali que dans le cadre du Brésil, comment les programmes abordent-ils ces questions? Quelle est la discussion politique vis-à-vis de ça? Est-ce que les normes sociales sont des entraves à la mise en place de ces programmes ou est-ce que vous avez trouvé des alliés? Je vais commencer par Madame Soukou, s'il vous plaît. Madame Soukou? Bon, il y a peut-être un problème de connexion avec Madame Soukou. Anna Julieta, vous pouvez commencer, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr. Merci pour cette question. C'est une question qui met justement l'accent sur la complexité de la mise en place des politiques pour les femmes et notamment les politiques d'autonomisation économique des femmes. En effet, la mise en place de politiques de transfert monétaire qui bénéficient de manière prioritaire les femmes donne aux femmes une plus grande émancipation, une plus grande autonomisation, notamment en ce qui concerne l'accès à la ville, aux espaces publics, au contrôle de l'accès aux revenus et au contrôle des revenus et donc une plus importante responsabilité en ce qui concerne la famille, mais aussi un plus grand espace dans la famille. Et cela peut gérer, certes, des conflits. Le Brésil est une société sexiste et donc il se peut que souvent les hommes
enfin les compagnons de femmes bénéficiaires de politiques de transfert monétaire, par exemple, ne trouvent pas normal que leurs compagnes reçoivent le bénéfice et pas eux-mêmes. Cela dit, je pense que ces politiques, elles se font accompagner par un processus de prise de conscience. Il y a souvent un travail collectif avec les femmes. Moi-même, j'ai participé d'une étude sur l'impact du Bourse Famille, donc sur les femmes, et donc elles se rendent compte de beaucoup de possibilités. Et cela va de pair, enfin, l'émancipation accompagne le conflit, et après il faut gérer, il faut trouver une nouvelle accommodation, et je pense que c'est le mouvement nécessaire pour l'émancipation des femmes. Enfin, le conflit, enfin, la violence conjugale et familiale au Brésil est un vrai fléau, est présente dans toutes les classes sociales. Enfin, il n'a pas vraiment un rapport spécifique avec un certain groupe social, et donc l'autonomisation économique des femmes peut donner lieu à des conflits à l'intérieur des familles, mais je pense que c'est aussi au pouvoir public de proposer de politiques publiques qui permettent de prévenir ce genre de situation, mais cela va malheureusement de pair avec un processus d'émancipation. Je pense que après, on peut avoir des conflits qui ne génèrent pas de violence, donc c'est juste une question c'est un changement culturel qui permet aux femmes d'avoir plus d'espace, plus de place dans l'espace public, dans la prise, dans la décision de leur vie et de participation dans les décisions de leur famille. Après, enfin, c'est pas évident dans un contexte sexiste, machiste et raciste qui est le Brésil. Je vous remercie, Anna Julieta. Madame Souko, si vous pouvez discuter un peu la situation au Mali, notamment dans le cadre du programme Gisemerji. Et une question en particulier pour vous qui a été posée, c'est est-ce que vraiment les femmes qui reçoivent l'argent ont le pouvoir de décision sur l'utilisation de cet argent? Merci. Merci bien, Madame la modératrice. Au contraire, au Mali, le programme des filets sociaux amoindrit les violences conjugales au niveau des ménages. Pourquoi? Parce que le programme a d'abord commencé à l'identification d'une manière participative des bénéficiaires. Donc, si on prend une localité concernée par le projet, le choix des bénéficiaires a été participatif. C'est la population même, la communauté même de la localité qui choisit les bénéficiaires. Donc, à partir de là, il y a aussi les mesures d'accompagnement qui a été faites par le programme. Quelles sont ces mesures d'accompagnement? C'est les informations, la sensibilisation autour de ce programme, autour du transfert monétaire, comment on doit utiliser cet argent, dans quel contexte on doit l'utiliser et pourquoi on doit l'utiliser. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau dans les localités concernées par le projet. Au contraire, ça a diminué même les violences au niveau des ménages parce que l'argent que la femme ou l'homme reçoit, c'est mis ou dans la scolarisation de l'enfant ou dans la santé de l'enfant et de la mère. Donc, si rien n'est de tout ça, ça va dans la promotion économique.
Si c'est la femme qui est bénéficiaire, ça va peut-être dans le maraîchage, ça va dans l'élevage des petits ruminants. Donc, tout ça, ça contribue à l'autonomisation de la femme au sein du ménage. Et le programme a bien expliqué pourquoi on donne cet argent. Parce qu'ils sont parmi les vulnérables. C'est la pauvreté qui a fait qu'ils sont dans ce contexte-là. Donc, ils doivent bien mener à bien cet argent-là. Donc, au Mali, ici, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Bon, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de problème au Mali. Je vous remercie, Madame Souko. Alors, comme il nous reste seulement 5 minutes, je vais vous donner le choix de répondre. Il y a 2 questions qui sont restées en suspens. L'une qui est un peu liée à ces facteurs culturels, c'est le fait que, surtout dans le milieu urbain, comme les femmes sont souvent des mères et sont en charge des enfants, ça les met dans une situation défavorisée vis-à-vis des employeurs qui ne veulent pas prendre le risque d'engager une femme qui se retrouverait enceinte ou qui risque de manquer parce que ses enfants sont malades. Alors, quelles sont les actions, quelles sont les initiatives en vue de soit changer la dynamique de qui s'occupe des enfants, soit de fournir des services de crèche publics ou privés pour appuyer les familles. La deuxième question qui est complètement différente, c'est est-ce qu'il y a des exemples de coordination entre différents niveaux de gouvernement pour la mise en place de certaines de ces politiques liées au genre? Donc, vu qu'il nous reste plus que 5 minutes, je vous donne le choix de répondre à l'une ou l'autre question. Pour les participants, ce que je voudrais mentionner, c'est que les questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui, vous pouvez les envoyer au courriel contact@wwp.org.brésil.br et elles seront transmises aux intervenants. D'autre part, nous allons vous envoyer à la fin du séminaire une évaluation. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir la remplir pour nous aider à améliorer la qualité de ces webinaires. Et donc, nous avons 5 minutes. Je vous donne chacune 2 minutes pour répondre. Je vais commencer par Madame Souko. S'il vous plaît, vous répétez la question, s'il vous plaît. Soit est-ce qu'il y a des initiatives pour favoriser l'accès à des services de garde des enfants au Mali, dans la mesure où ça peut considérer, où les employeurs peuvent considérer les mères comme des employés moins sûrs, ou est-ce qu'il y a des exemples au Mali de coordination entre différents niveaux de gouvernement pour la mise en place de certaines des politiques que vous avez décrites? Donc, une des questions. Ok, merci. Par rapport à la politique des crèches au Mali, il n'y a pas de politique au niveau gouvernemental, mais il y a des initiatives privées. Des initiatives privées pour amener les mamans à être un peu à l'aise par rapport à leurs activités. Mais au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, j'ai parlé quelque part des maisons de la femme et de l'enfant. Dans ces maisons de la femme, il y en a 10 au Mali, dans toutes les régions. Au niveau de ces maisons, il y a des jardins d'enfants. C'est pour permettre aux femmes qui partent travailler dans les maisons de garder les enfants à côté. Et il y a aussi les centres d'autopromotion au niveau du monde rural. Donc, dans ce cadre aussi, c'est la même chose. J'avais dit dans ma présentation qu'il y a des paquets d'activités génératrices à ce niveau-là. Donc, au niveau des centres d'autopromotion aussi des femmes rurales, il y a des crèches. Donc, ça, c'est l'initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
Dans ces deux contextes-là, il y a les crèches pour garder les enfants. Mais à part cela, il n'y a pas une initiative globale du niveau du gouvernement. Il y a aussi des initiatives privées par-ci, par-là, par rapport à cela. Concernant les cadres de concertation, bon, il y en a plein par rapport... Ah, ok. Donc, oui, bon, j'ai répondu par rapport aux crèches. Maintenant, par rapport oui, au alors, cadre de concertation... Je vais vous juste couper là parce que je voudrais juste donner aussi 2 minutes à Madame Anna Julieta pour lui, parce que le webinaire va s'arrêter. Je vous remercie. D'accord, merci. Bon, je réponds alors rapidement à la même question que Madame Foucault, donc sur les opportunités de promotion de l'autonomisation économique des femmes dans le secteur privé notamment. Donc, il y a le programme Pro-équité de genre et de race qui a été mis en place par le secrétariat d'État des politiques pour les femmes, qui, c'est un programme assez intéressant, c'est-à-dire le secrétariat d'État contacte ou est contacté par des agents économiques importants, comme par exemple la Banque du Brésil, et c'est un partenaire de ce programme, c'est la plus grande banque du Brésil. Et en mettant en place ce programme, les agents économiques doivent, doivent adopter donc un plan d'action de promotion de l'équité, de l'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise. Et donc, le programme d'action est validé par le secrétariat d'État de politique pour les femmes. Le secrétariat d'État des politiques pour les femmes fait le suivi du plan d'action et à la fin de la mise en place du programme, il y a une certification de l'agent économique en disant que c'est un agent économique, c'est une sorte de labellisation d'agents économiques qui font la promotion de l'équité femmes-hommes. Il y a aussi un programme national de mise en place de crèches publiques. C'est un programme très important au Brésil pour la promotion de l'autonomisation économique des femmes, mais aussi un programme national de développement d'écoles en temps intégral est aussi important dans ce domaine. Donc, je dirais ces trois aspects-là au sein du gouvernement fédéral pour la promotion du travail des femmes, notamment dans le privé. Voilà. Merci. Je vous remercie. Nous arrivons à la conclusion de notre webinaire. Je voulais juste vous annoncer que vous allez recevoir d'autres questions, notamment sur la mobilisation et l'organisation des mouvements de femmes et sur la relation entre protection sociale et statut des femmes, notamment l'accès des femmes aux assurances chômage vieillesse. Et est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'on sait quel est leur impact? Donc ça, j'imagine que les organisateurs vous transmettront les questions et partageront vos réponses à l'ensemble des participants. Nous arrivons donc à la fin du webinaire. Je voulais vous remercier d'abord nos deux présentatrices pour leurs excellentes présentations et les participants pour toutes ces questions très pertinentes et très pointues qui, je l'espère, nous aideront tous à avancer sur notre réflexion sur la façon de prendre en compte les problématiques de différence entre hommes et femmes dans les politiques publiques. Je vous remercie et je vous incite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à vous abonner au bulletin de l'initiative Monde sans pauvreté pour continuer à être informé des autres événements qui sont en cours ou qui vont être en cours. Merci beaucoup. Au revoir.